Ils font désormais partie du paysage de la plaine de la Bekaa. Dans les champs fertiles poussent des baraquements de fortune où les réfugiés syriens les plus pauvres ont élu domicile. Sana et Satat, elles aussi, ont fui la guerre en laissant tout derrière elles. Exilées au Liban, elles sont devenues volontaires à Médecins sans frontières. Une façon de gagner un peu d'argent en aidant leurs compatriotes. Vous avez encore de la famille en Syrie? Oui, la mienne, celle de mon mari et celle de Satat. Ça fait 3 ans et demi qu'on n'a pas vu notre famille. Non seulement elle nous manque, mais en plus, on a peur pour leur vie. L'accès aux soins des réfugiés est d'autant plus difficile que les camps sont souvent plantés au milieu de nulle part, loin de tout. Alors les équipes de MSF font des maraudes pour aller à leur rencontre. Sur le bord du chemin, une petite fille attire l'attention de l'équipe. Elle a 5 ans, elle n'a jamais marché. Elle est née comme ça? Oui, c'est de naissance. Vous l'avez compris tout de suite ou plus tard? Non, pas tout de suite. On s'en est aperçu quand elle avait 1 an. Elle a fait des analyses? Elle a vu un docteur? Oui, on lui a trouvé un manque de calcium et une déficience neurologique. C'est quoi ton prénom? Réponds. Allez, dis ton prénom. N'aie pas peur, c'est pour que tu marches. Elle ne parle pas? Si, des fois, elle me dit « Papa, emmène-moi chez le docteur pour que je puisse marcher. » Et pourquoi vous l'avez pas emmenée voir un médecin avant? On n'a pas pu en Syrie à cause des événements, Ah oui, je comprends. à cause de la guerre. Et vous connaissez MSF? J'en ai entendu parler. Pourquoi vous n'y êtes pas allé? C'est pas simple pour nous. On n'a rien pour s'y rendre. On n'a même pas une mobilette. Le Liban a toujours refusé l'implantation de camps de réfugiés officiels du HCR, comme en Turquie ou en Jordanie. Alors des camps sauvages sont apparus faits de briques et de broc, des bidonvilles de l'exil, pudiquement appelés colonies informelles de tentes. Il en existerait plus de 500 dans la région. Sana et Satat s'y rendent pour détecter les urgences médicales et sociales. Entre Syriens, le courant passe immédiatement. On faisait le pain comme ça en Syrie. Et maintenant, on peut manger? Tu l'aimes comment toi, ton pain? Bien blanc? Non, moi je l'aime bien cuit. Ça, c'est la cuisine. On tire une bâche et ça devient la salle de bain. Mais ça fuit quand il pleut. En été, il fait chaud. Et en hiver, la neige rentre à l'intérieur. Imali sourit courageusement face à la précarité. Mais en réalité, elle vit dans une angoisse permanente. J'ai un fils en Syrie, dans l'armée de Bachar. Je suis sans nouvelles de lui depuis 2 ans. Si je pouvais seulement avoir un petit signe de vie. Qu'est-ce que je peux bien faire? Ne t'en fais pas. Dieu te viendra en aide et tu auras sûrement de ses nouvelles. Face à la détresse de l'enfant qui exprime celle de tout un peuple, Sana et Satat craquent, elles aussi. Allez, ma chérie, ça va aller. Arrête de pleurer, va te reposer. On est tous Syriens. La tragédie syrienne, c'est aussi celle des jeunes, dont l'élan est brisé. Issa, le deuxième fils d'Imali, subvient aux besoins de la famille avec son père. En Syrie, il était étudiant. Il avait un avenir. Ici, il travaille dans les champs 7 jours sur 7, pour 21 € par semaine. Humilié, il n'a guère envie de parler. Je suis dans l'eau, de l'aube au coucher du soleil. C'est vraiment dur. Je travaille 12 heures par jour et des fois la nuit aussi. Tu supportes cette situation? Non, je veux rentrer en Syrie. La plaine de la Bekaa est le grenier du Liban. Dans les grandes exploitations agricoles, ce sont les Syriens qui désormais retournent la terre libanaise. Accusés de prendre le travail des Libanais, ils s'épuisent à la tâche, quel que soit leur âge et leur état de santé. On est fatigué. On a faim. Des vêtements, on n'en a pas. Moi, je suis vieux, j'ai 63 ans.
Tu vois, on travaille juste pour gagner un bout de pain. Et puis il y a les médicaments à acheter, pour moi et pour ma femme. Elle, c'est la tension. Moi, c'est la prostate. Tu peux avoir des médicaments gratuits à la clinique. Non, non, je vous écris le nom et vous me le donnez. Non, parce qu'on peut se tromper dans le dosage et ça pourrait être dangereux pour toi. Il n'y a qu'un médecin qui peut te prescrire ce dont tu as besoin. Mais on s'en fiche de ça. J'en prends tout le temps des médicaments comme ça. Ce qui doit arriver arrivera. De toute façon, la mort c'est mieux que cette vie-là. 1 200 000 Syriens sont réfugiés au Liban. Parmi eux, 500 000 enfants, dont un quart seulement est scolarisé. Alors que le conflit s'enlise dans sa 4e année, c'est bien toute une génération de Syriens qui est sacrifiée. Depuis le début de la crise syrienne en 2012, Médecins sans frontières a établi 4 cliniques dans la plaine de la Bekaa, principale porte d'entrée des réfugiés au Liban. C'est à vous, madame? Ok, allez-y. Dans la clinique de Baalbek, MSF a ouvert une consultation importante, exclusivement dédiée aux maladies chroniques. De nombreux réfugiés en souffrent. La guerre et l'exil les ont privés de traitement, avec des conséquences dramatiques pour nombre d'entre eux. Abed El-Rahman et Khadija sont issus de la petite bourgeoisie de Damas. Leur fils était un militaire de l'armée régulière. Il a été tué par les rebelles. Cette patiente souffre de diabète et d'hypertension. Normalement, le traitement permet de les contrôler. Mais... Ouvrez votre manteau, s'il vous plaît. Mais son diabète est très instable, parce qu'elle a beaucoup de problèmes à la maison et qu'elle stresse en permanence. Notre fille est encore en Syrie avec son mari. Elle vit dans une région vraiment très dangereuse. Ils sont obligés de changer de lieu tout le temps pour leur sécurité. Et c'est pour ça qu'on se fait beaucoup de soucis. On n'arrête pas de penser à elle. Abed El-Rahman était cadre supérieur d'une grande entreprise. La famille vivait bien, ils ont tout perdu. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans rien. Certains patients étaient d'un niveau social élevé en Syrie. Quand ils sont arrivés ici, ils ont été précipités dans la misère. Ce changement brutal provoque un véritable traumatisme qui se traduit par d'importants troubles psychologiques. Voici votre ordonnance. Allez prendre votre traitement à la pharmacie. Au revoir. Chaque jour, le docteur Kassem accueille des patients issus de tous les milieux. Pauvres ou aisés, incultes ou diplômés, ils sont tous des réfugiés angoissés, minés par les épreuves, les deuils, la peur du lendemain. Et leur état de santé s'en ressent. Il y a 7 ou 8 mois, j'ai fait une crise de diabète aigu. J'ai perdu complètement la vue sur un œil. Et sur l'autre, je ne parviens à distinguer que des ombres. Depuis son arrivée au Liban il y a 2 ans, l'état de santé d'Abou Abbas n'a cessé de se dégrader. Diabétique, le sexagénaire est également cardiaque et il est atteint d'hypertension. Asseyez-vous, grand-père. J'ai des migraines tout le temps. Et puis j'ai le cœur qui me serre. Ce patient, je le connais bien. Il a beaucoup de problèmes. Oui, des problèmes cardiaques. Oui. Il est tout le temps stressé. Tu as des migraines en permanence? Oui, en permanence. Tu te sens stressé? Ben oui, bien sûr, avec tout ce qui m'arrive. Ça peut pas être autrement. En dépit de l'insuline, son diabète est incontrôlable. Sa détresse psychologique aggrave son état. Abou Abbas sombre dans la dépression. Cet homme a tout perdu. Ses biens, ses racines, sa famille, toute sa vie. Toute ma vie a été bousillée. J'ai perdu la vue d'un seul coup. Je suis à bout. Essaye de ne plus penser à tes soucis. Sors-les de ton esprit. Évacue tout ça. Ces pensées négatives et cet énervement permanent est en train de faire monter ta glycémie. Tu comprends? Oui, oui.
Est-ce que tu manges bien, grand-père? Non, je mange juste un peu de pain de temps en temps. J'ai pas beaucoup d'appétit. J'ai le goût de rien. Allez, va prendre tes médicaments à la pharmacie. Merci, docteur. Tous les médicaments que nous prescrivons sont gratuits. Mais on ne se contente pas de les distribuer. D'abord, on prend toujours le temps de bien examiner le patient en consultation pour prescrire le traitement adapté. Les ONG comme MSF sont tenues de s'approvisionner en médicaments au Liban. C'est 3 fois plus cher que sur le marché international. Juste cette prescription, c'est au moins $120. Parce qu'on donne de l'insuline aux patients. C'est un produit très cher ici. $20 le flacon environ. On va lui donner 2 flacons. Ça fait $40 au moins. Le ravitaillement en médicaments représente 1/3 du budget de fonctionnement de Médecins sans frontières au Liban. Depuis le début du projet, l'ONG a effectué près de 65 000 consultations. Il y a beaucoup de nouveaux patients, et surtout parce qu'on a commencé des patients chroniques, et encore on a commencé family planning avec la sage-femme. C'est tout, ça change, et encore le travail s'améliore de plus en plus. Malgré la surcharge de travail, Riyam est très impliquée dans sa mission auprès des réfugiés. Libanaise de la Bekaa, c'est une enfant du cru. Et elle est très attachée à sa ville, Baalbek. Tous ensemble, on habite dans une ville très facile à vivre dans elle. Il n'y a pas de problème. Un calme apparent. En surplomb de la ville, le massif du Kalamoun sépare le Liban de la Syrie. La guerre est toute proche, dans ces montagnes. Là-haut, ces derniers jours, une bataille fait rage. Elle oppose l'État islamique au Hezbollah, qui a des yeux partout. C'est qui lui? Pardon? Tu le connais lui? C'est un journaliste français. Il fait un reportage sur les réfugiés syriens au Liban. T'es sûr, tout va bien? Comment? T'es sûr? Bien sûr, t'inquiète pas. Ok. On dit ici que lorsque la Syrie tousse, le Liban s'enrhume, tant les liens entre les deux pays sont étroits et anciens. Il y a beaucoup de Libanais qui ont pris des femmes syriennes et le contraire. C'est pour cela qu'il peut accepter tous. Il y a beaucoup des familles ici à Baalbek qui sont encore syriennes et il y a des liens familiaux. Mais l'afflux de réfugiés, qui représente désormais 1/4 de la population, est un poids trop lourd à porter pour le petit pays. Au début très accueillant, de nombreux Libanais voudraient aujourd'hui voir partir les Syriens. Le trop grand nombre de réfugiés syriens a provoqué une crise économique au Liban. Il faut plus de soutien des organisations non gouvernementales pour les aider à construire des maisons en dur, pour en finir avec ces abris de fortune. Les services publics sont complètement saturés et le Liban ne peut pas porter seul ce fardeau. Les réfugiés peuplant les bidonvilles se regroupent souvent selon des affinités régionales et communautaires. Dans ce camp, ils viennent tous de Homs. La ville martyre était l'un des principaux centres économiques du pays. La famille Hachmi y coulait une vie tranquille. Les 4 fils aînés ont connu la Syrie, mais le petit dernier est né ici. Ouda, la mère, était professeure d'anglais dans un collège. Ça, c'était notre école. Je travaillais dans cette école. C'était magnifique. Mais maintenant, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus rien. Une nuit, ils ont dû fuir pour ne pas mourir et sont devenus des exilés. Quant à leur vie d'avant, elle est partie en fumée. Ça, c'était notre maison avant. La nuit, on est parti, il n'y avait plus d'électricité, plus aucun moyen de communication. On entendait des coups de feu, des bombardements, des éclairs. C'était effrayant. Beaucoup de gens ont été tués. Ces heures noires qui ont détruit sa vie, Ouda évite de trop y penser. Elle se consacre à l'éducation des enfants, sa priorité. Ils sont de très bons élèves à l'école. Lui, il est le premier de sa classe et Ziad est le second.
Des fois, mes enfants, surtout les jumeaux, me demandent quand est-ce que nous reviendrons dans notre maison. Ils veulent jouer aux jeux vidéo. Ils veulent dormir dans leur lit. Ils veulent s'amuser comme avant. Au menu des repas, la viande est rare. Le budget du foyer est très serré. La famille survit grâce aux allocations du HCR, 19 $ par mois et par personne, et de petits boulots. Les réfugiés ne sont pas des squatteurs. Pour occuper un terrain, ils doivent payer un loyer et les charges correspondantes, environ 65 $ par mois et par famille. Le propriétaire, tout ce qu'il veut, c'est de l'argent. Ce n'est qu'une tente, mais il veut de l'argent pour ce petit terrain, pour l'eau, pour l'électricité, il veut de l'argent. Mais on n'a rien. Tous les mois, on doit payer ou on devra partir. Alors vous payez? On paye, bien sûr. Même si l'horizon est barré, Ouda continue de croire que le destin des siens n'est pas scellé. Elle s'accroche à l'espoir qu'au-delà de la tente, il existe un avenir pour ses enfants. Des fois, il me parle de ses rêves pour son avenir. J'espère qu'il pourra continuer ses études et qu'il pourra devenir un ingénieur plus tard. Bon, c'est un rêve. On a beaucoup de rêves. Mais je ne sais pas s'ils pourront se réaliser. Mais j'espère qu'un jour ils deviendront réalité. Il faut enlever les mauvaises herbes. Sinon, des serpents vont se cacher là-dessous. C'est la fin du printemps, l'été approche. Les eaux usées débordent et croupissent sous un soleil de plomb. Bientôt dans les tentes, il fera plus de 40 degrés. Mariam et Hussein habitent ici avec leur petit garçon et 3 autres membres de leur famille. En Syrie, le couple tenait une petite épicerie. Ça fait 2 ans et demi qu'on est là. On vient de Homs. Quand les combats ont commencé là-bas, notre maison a été détruite. On a tout perdu. Et on a dû s'enfuir. On a fait plusieurs campements en Syrie avant de trouver refuge ici. Petite oasis de bonheur dans l'épreuve, Mariam est enceinte et malgré les incertitudes, le couple en est heureux. Elle arrive au terme de sa grossesse et doit se rendre à la clinique de Médecins sans frontières de Majd el-Anjar, située à quelques kilomètres. Toute la famille tient à l'accompagner. MSF a mis en place un dispositif d'accueil systématique des enfants en bas âge. Il s'agit d'évaluer le bon développement des moins de 5 ans. Allez, monte. Mariam est venue avec son fils Nordine, qui a 4 ans. Ne bouge plus, ne bouge plus. Tends ton bras. Je tiens le poids et encore les températures pour les enfants. Et encore je tiens le mois pour voir la nutrition chez l'enfant de moins de 5 ans. La couleur vert est très bien, la couleur jaune encore, mais rouge et orange ce n'est pas bien. C'est un enfant malnutrition. Tout va bien pour Nordine, dont la croissance est normale. Mais la jeune maman est inquiète. Une plaque apparaît périodiquement sur la joue de son fils. Elle craint qu'il ne s'agisse de la leishmaniose, un parasite transmis par un insecte. Il a la peau très sèche sur le visage, hein. Cette maladie grave a ressurgi en Syrie, suite à la dégradation des conditions sanitaires dans le pays. Elle me demandait si c'était la leishmaniose. Les Syriens appellent cette maladie le bouton d'Alep. Mais ce petit garçon n'est pas atteint par ce parasite. Si c'était le cas et qu'il n'avait jamais pris aucun médicament, la plaque se serait étendue et ça ne se serait jamais soigné tout seul. Ça, c'est juste une petite infection, c'est pas du tout la leishmaniose. Les maladies les plus fréquentes ici en hiver et au début du printemps, ce sont les infections respiratoires. Et pendant l'été, on observe surtout des dysenteries et des gastro-entérites. Pour se chauffer ou cuisiner, les réfugiés font brûler tout ce qu'ils trouvent et s'intoxiquent.
L'été, l'eau est souillée. Les enfants sont les premières victimes de ces conditions de vie insalubres. La plupart souffrent aussi des séquelles psychologiques de la guerre. Le petit Ali se ronge les ongles jusqu'au sang et ses parents sont venus consulter un spécialiste. Le garçon a subi un profond traumatisme en Syrie. Pendant le bombardement, tu as réussi à protéger ton fils? Non, j'ai pas pu le rejoindre. C'était impossible. Il est resté tout seul, sous les bombes. Il a tout vu? Oui, ça l'a traumatisé. Il n'a pas pu marcher pendant 2 mois. Il se rongeait les ongles avant le bombardement ou c'est venu après? C'est venu avant ou après? Avant. Avant. Mais alors là, c'est pire. Il se ronge vraiment jusqu'au sang. Il entame la chair. Vous me confirmez votre nom de famille? Bon, je vais le revoir au moins 4 fois pour un suivi psychologique à l'hôpital. Les enfants qui ont subi ce type de traumatisme se rongent les ongles, effectivement. Ils sucent leurs pouces, refont pipi au lit. Mais ils peuvent aussi avoir des comportements violents. Parfois, ils se replient sur eux-mêmes et ils restent dans leur coin. Et puis leurs conditions de vie précaires entretiennent cet état psychologique, spécialement chez ceux qui sont dans des tentes, quand les familles vivent les unes sur les autres, sans aucune activité, que le père est sans emploi, ça crée des tensions à la maison. Les parents peuvent devenir violents parce qu'ils ne comprennent pas la détresse de leur enfant. Pour prévenir les violences familiales, chaque jour, il anime une session collective pour les parents. Des parents attentifs. Si vos enfants font des bêtises, il ne faut pas leur crier dessus. Il faut toujours bien leur expliquer ce qui est interdit et ce qui est autorisé, sans jamais s'énerver. Il faut dialoguer pour créer une relation saine et sans violence avec votre enfant. Mères et enfants sont prioritaires pour Médecins sans frontières, tout comme les femmes enceintes, particulièrement vulnérables. Depuis le début de sa grossesse, Mariam bénéficie ici d'un suivi gynécologique avec une sage-femme. Tu as un problème ou tu viens juste comme ça? Non, juste comme ça, le rendez-vous habituel. J'ai beaucoup de femmes avec des infections génitales, enceintes ou pas enceintes. Je ne sais pas, enceintes. Je ne sais pas si c'est ça, un manque d'hygiène. Je ne sais pas si c'est une nonchalance. Je ne sais pas si leur mari aime les envoyer régulièrement chez un médecin. J'ai beaucoup de patientes avec des problèmes en dehors de gynéco, de grossesse, qui viennent chez moi car elles ne peuvent pas rentrer chez un médecin. Marianne doit effectuer un Doppler de contrôle qui indique que le rythme cardiaque du bébé est un peu trop lent. J'ai demandé d'aller à l'hôpital. Elle est au 9e mois et le BCF est dans une bradycardie modérée. Le bébé de Mariam est né le soir même à l'hôpital. Il s'appelle Hassan et se porte bien. Ce matin, Sana et Satad se rendent dans un camp pour aller à la rencontre de réfugiés, à la fois isolés et démunis. Beaucoup ignorent qu'ils peuvent être soignés gratuitement par Médecins sans frontières. En arrivant, Sana est alertée par l'état de santé d'un bébé. Ça fait 15 jours qu'il tousse et qu'il a de la fièvre. Il a la diarrhée aussi. Pourquoi t'es pas passé à la clinique de Médecins sans frontières? Médecins sans frontières, on n'y est jamais allé. Je connaissais pas. Demain, il faut que tu viennes à la première heure, à 8h30. Dès qu'il se réveille, comme ça, tu seras la première à passer. Avec la fièvre et la diarrhée, il se déshydrate. Tu sais que c'est grave pour un bébé. Nourris-le bien et fais-lui boire de l'eau avec du sel et du sucre, comme je te l'ai montré. L'attroupement attire la curiosité des femmes du camp. C'est l'occasion pour la doyenne de montrer une blessure au pied qui l'a fait souffrir. Grand-mère, il faut absolument que tu passes à la clinique voir un docteur pour ta blessure. Ça peut s'infecter et s'aggraver. Satat offre même de payer le transport à la vieille femme. Mais elle semble réticente à l'idée de se rendre à Baalbek. Elle est clandestine. Et moi, je ne serai plus en règle dans 10 jours. Elles craignent d'être arrêtées au checkpoint sur la route de Baalbek. Les Syriens doivent être enregistrés auprès du HCR pour être en règle, obtenir le statut de réfugié et des allocations. Mais au Liban, il est de plus en plus difficile de faire renouveler sa carte.
Beaucoup se retrouvent ainsi dans la clandestinité, bloqués, nulle part où aller. Tous les pays ferment leurs frontières.